le Haut Conseil de la santé publique en France, sollicité par par Olivier Véran, le ministre de la Santé, après l'étude, on va en parler, de la revue Lancet, eh bien dit aussi, non, il faut arrêter l'hydroxychloroquine, ça ne va pas. Voilà, en 24 heures, l'OMS et le Haut Conseil de la Santé publique décident, hydroxychloroquine, ça va pas du tout, on arrête. Alors, game over ou pas? On en parle avec Corinne Reverbel, qui est docteur en biochimie et en microbiologie. Bonjour Corinne Reverbel. Bonjour André Berkoff et bonjour à tous les auditeurs. Merci. Oui. Alors, oui, qu'est-ce qui se passe là? Dites-moi. Alors, d'abord, je voudrais quand même vous remercier, Sud Radio et également François, parce que vous êtes des médias indépendants, vous faites des vraies enquêtes indépendantes et vous vous appuyez sur l'intelligence collective des citoyens. Et ça, dans cette période-là, c'est vraiment extraordinaire. Donc, merci Sud Radio, merci André Berkoff. Alors, la première chose que je veux dire avant tout, c'est que moi, je n'ai aucun conflit d'intérêt avec qui que ce soit. J'ai un doctorat de microbiologie que j'ai passé en 96. J'ai arrêté la recherche pour des raisons personnelles. Ce doctorat, je l'ai passé à Aix-Marseille 1, qui est une des deux grandes universités de sciences de Marseille. Je ne connais absolument pas le professeur Raoult. À mon époque, il était sur l'autre université. Je ne le connais pas. Je connais personne à l'IHU. Je travaille pas pour eux, etc. Je dis ça parce que, voilà. Oui, vous faites bien de clarifier. D'accord. Voilà, j'ai eu des Alors, attaques. parlons du fond. Du fond. Je vais d'abord vous faire très très rapide descriptif de cette étude du Lancet et pourquoi vraiment elle ne tient pas la route. Elle a deux grandes critiques majeures sur le fond et sur la forme. Alors déjà sur le fond, c'est d'un point de vue épidémiologique, la base de données elle a été repositionnée sur des patients cardiaques, majoritairement cardiaques. Donc ça c'est déjà un critère très très grave. Et en plus, la gravité des patients, elle a été estimée par un indicateur qui s'appelle le Q-SOFA, dont on sait, parce que ça a été publié dans des revues à comité de lecture, que cet indicateur n'est pas pertinent pour évaluer la gravité d'un patient Covid-19. Donc déjà, il y a un gros problème là-dessus. En plus, il y a des erreurs dans cette étude parce qu'il y a l'Université de Columbia, notamment, qui a pointé du doigt que dans des données, notamment de l'Australie, ils annonçaient qu'au 14 avril, il y avait eu 73 morts, alors que dans la réalité, il n'y en a eu que 61. Donc tout le monde se demande où ont été prises ces données. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est la base de données. Et ensuite, sur la forme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une analyse statistique de ces datas, qui ne sont que des dossiers. Rappelons que dans cette étude, personne n'a vu des patients Covid. Ils ne sont pas infectiologues, ils sont cardiologues. Enfin, en tout cas, l'auteur principal. Et ils ont pris cette base de données et en fait, ils ont essayé de faire ce qu'on appelle un Propensity Score Matching, un PSM, qui permet d'apparier, de pouvoir comparer des groupes de malades selon leur gravité, selon leur comorbidité, etc. Or, les biais de départ sont tellement importants, c'est-à-dire qu'on est déjà tellement sur une population avec beaucoup de cardiaques, etc., qu'on ne peut pas redresser les données par quelque méthode statistique que ce soit. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est une étude qui n'est pas du tout prospective, c'est une étude sur des malades déjà à l'hôpital, etc., pour des motifs cardiaques. En plus, ce sont que sur des patients qui sont hospitalisés. Et donc, il y a une étude qui a été publiée dans Harvard en 2018 qui dit justement que la méthode utilisée, la PSM, qui essaie d'apparier les cas pour pouvoir les comparer, elle donne souvent le contraire de l'objectif prévu, ça déséquilibre les groupes, c'est inefficace et ça enclenche, enfin ça engendre des biais supplémentaires. Donc déjà là, et en plus contre-intuitivement, parce que beaucoup nous disent mais il y a tellement de malades dans ces échantillons, presque 100 000 malades, ça ne peut pas être faux. Non, parce qu'il y a une autre étude qui montre que complètement à l'opposé de ce que l'on pourrait penser, les taux d'erreur sont beaucoup plus élevés et peuvent même atteindre jusqu'à 100% quand la taille de l'échantillon est grande et que la fiabilité est modérée. Or là, on est dans une fiabilité modérée parce qu'on a des patients, on a beaucoup de patients cardiaques qui, comme par hasard, ont été mis dans ceux qui ont été traités. C'est-à-dire, là, on nous parle de
patients qui ont été traités, qui étaient cardiaques, qui avaient des insuffisances cardiaques, de l'hypertension, etc. Et le groupe... Tout à fait. Et Corinne Reverbel, juste un mot. Oui, juste un mot. Et puis on a bien dit, enfin il a été toujours dit que ce protocole AZT hydroxychloroquine ne s'appliquait pas aux patients qui étaient déjà en phase hospitalière et en phase de réanimation. Bien sûr, ça n'a jamais été. Il y a quand même des études qui ont montré que l'hydroxychloroquine pris à des doses convenables, parce qu'en plus là dans cette étude il y a des moyennes de doses de ce qui a été donné à des patients, mais il y a dans leurs études des points qui montrent qu'il y a des très fortes doses qui ont été données, donc ça aussi c'est l'hydroxychloroquine, comme tout médicament peut être un poison à forte dose. Bien sûr. Mais en plus, sur les patients cardiaques, on sait qu'on ne peut pas donner. Voilà. Mais par contre, il y a des études qui ont montré que sur des patients hospitalisés dans un état plus grave, l'hydroxychloroquine avait un autre rôle qui était d'éteindre la tempête cytokinique. Oui, de cytokine. Et en fait, voilà, la partie qui est positive. Alors, Corinne Reverbel, restez avec nous. On fait une petite pause et on va reparler de tout ça parce que pourquoi cette étude, donc biaisée, on peut dire, et tronquée du Lancet, a provoqué ce qu'elle a provoqué. On continue d'en parler avec vous après ceci. Et nous sommes toujours avec Corinne Reverbel, docteur en biochimie et microbiologie. Nous parlons, effectivement, nous avons beaucoup de choses à dire et malheureusement, pas un temps illimité, donc nous allons parler effectivement et Corinne Reverbel nous a expliqué, et on le sait un peu, les failles quand même de cette étude du Lancet, soi-disant revue, et enfin on en a parlé déjà sur une revue immaculée, vêtue de probité Candide et de lin blanc, mais on l'a vu déjà que même son directeur se posait des questions à propos de certaines enquêtes scientifiques. Mais Corinne Reverbel, je voudrais vous poser des questions précises sur deux choses. D'abord, il y a eu une lettre de médecins brésiliens, il y a eu un manifeste, une lettre, et puis je voudrais que vous nous parliez de Recovery également. De quoi s'agit-il? Parce qu'on en a très peu entendu parler. Alors justement, cette lettre de scientifiques brésiliens, c'est un collectif de scientifiques brésiliens qui se sont associés pour riposter face à tout ce qui se passe. Ils sont 300 scientifiques indépendants qui n'ont aucun conflit d'intérêt, qui sont représentés par le docteur Marcos Herbelin. Ils ont tous été très choqués par l'étude du Lancet, parce que quand ils ont lu l'étude, ils se sont dit que cette étude, c'était une aberration et elle avait été faite pour décrédibiliser l'hydroxychloroquine et la bithérapie de Raoult. Pour eux, ce n'est pas de la science, c'est une instrumentalisation de la science. Et j'invite tous les auditeurs à lire l'interview justement de l'auteur de cette lettre, le docteur Herbelin, qui a été faite par François en exclusivité. Je vous invite à la lire parce que c'est vraiment passionnant de voir à quel point des scientifiques brésiliens, contre tout conflit d'intérêts et qui surtout se mettent eux en danger, parce que le Brésil c'est pas la France, c'est un peu plus compliqué à vivre là-bas, et ils dépassent complètement les clivages politiques pour la santé des gens, parce qu'ils trouvent ça scandaleux. Eux, ils ont eu affaire déjà à des épidémies, etc. Bah oui. Et donc, un des médecins, qui est le docteur Régis Andriolo, qui est un médecin spécialiste de la santé au Brésil, qui dit que dans cette étude, vraiment, il n'y a aucune méthode qui permet de corriger de telles distorsions dans les échantillons, parce que sinon, il n'y aurait plus besoin de faire ces fameuses études randomisées, ces études cliniques randomisées. Si on pouvait faire ça, il n'y aurait plus besoin de faire ces études. Et que c'est tellement... ces échantillons sont tellement distordus, tellement inappropriés à être comparés, que, écoutez bien ce que je dis, on ne peut même pas déduire que l'hydroxychloroquine est mauvaise dans des états plus sévères. Ce qu'on peut juste déduire encore, c'est que c'est mauvais quand on est cardiaque. Bon, ça, on le sait. Oui, mais ça, on le savait déjà. Enfin, on n'a pas entendu cela. Elle ne montre rien
C'est exactement comme si vous compariez une voiture à une maison. Vous ne pouvez pas comparer une voiture à une maison. Je comprends. Donc c'est une instrumentalisation, c'est-à-dire que cette étude-là, soi-disant scientifique, est une instrumentalisation et un détournement, on peut dire, de la vocation scientifique d'une étude. C'est bien ça. En tout cas, voilà, c'est ce que dit ce collectif de scientifiques. Ils sont 300 parmi les plus réputés du Brésil. Moi, en tant que citoyenne, quand je lis cette étude, moi, avec mes capacités de lecture d'un article scientifique, je fais le même constat. C'est effarant ce que l'on a dans cet article. Il y a des tas de choses à dire dessus, mais bon, on n'a pas trop le temps de. Mais non, vraiment... Alors, quid de Recovery, Corinne Reverbel, du projet Recovery qui n'est pas le projet Discovery, hein, rien à voir. Voilà, oui. Donc l'OMS, quand cette étude est sortie, a dit « Oh là là, il va falloir on arrête tous les essais en cours, il faut qu'on vérifie si l'hydroxychloroquine, on peut continuer les essais ou pas, etc. » Les Recovery, qui est donc une grosse étude qui a plusieurs bras, donc les bras sont des groupes qui reçoivent des traitements différents, dont un bras hydroxychloroquine a tout de suite réagi. Donc il y a un communiqué du 24 mai qui dit que pour eux, il n'y a pas de problème de sécurité de l'hydroxychloroquine. Ils travaillent sur ces essais cliniques que sur des patients déjà hospitalisés. C'est un bras qui va faire 10 000 patients, donc ils n'ont pas encore complété tout le bras, mais ils ont déjà beaucoup de patients. 000, oui, c'est en Angleterre, c'est où ça? C'est en Angleterre. Et ils disent que les essais ne sont pas interrompus, qu'ils peuvent continuer les essais et qu'il n'y a aucun problème de sécurité de l'hydroxychloroquine. Et pour moi, en tant que citoyenne, ça remet encore plus en cause l'étude du Lancet. Donc tous ceux qui disent l'étude du Lancet, c'est une bonne étude, etc., ce n'est pas possible. Parce que les gens qui font des vrais essais avec des vrais patients et qui font pas de l'analyse de data, de dossiers de patients de partout dans le monde, eux, ils disent l'hydroxychloroquine, il n'y a pas de problème de sécurité. Voilà. Alors, comment expliquez-vous, alors je parle à la citoyenne comme à la chercheuse, enfin à la docteure en biochimie, mais parlons à l'ex-chercheuse, comment vous expliquez cette réaction extrêmement forte d'abord de l'OMS et en même temps, là, du Haut Conseil de la Santé publique qui a tout de suite dit « Ah non, il faut tout arrêter, ça ne va pas ». Comment l'expliquez-vous, comment l'interprétez-vous? Alors écoutez, je pense que c'est très compliqué. Je pense, moi, j'ai mon propre avis effectivement sur cette question. On peut se poser la question de quel est le rôle politique de l'OMS. D'ailleurs, Trump questionne le financement, il demande des comptes à l'OMS dans son rôle dans la crise. Et l'Allemagne. Oui, et puis on connaît ses rapports avec la Chine. Attendez, Corinne Reverbel, on connaît les rapports de l'OMS avec la Chine. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été publiées. Voilà. L'Allemagne vient de rejoindre Trump sur ce sujet-là. Le ministre allemand de la Santé, qui s'appelle Jens Spahn, qui déclare au Financial Times que Trump a raison de demander des comptes à l'OMS et qu'il faut savoir où va l'argent et qu'il faut réformer l'organisation. Donc il y a quand même des choses bizarres dans tout ça. Donc nous, en tant que citoyens, on peut s'interroger sur quoi se basent certaines décisions politiques, sur quoi se base l'OMS pour donner certaines directions. Beaucoup se posent la question du rôle et de la responsabilité des institutions. Quant au Haut Conseil de sécurité le Haut Conseil de la santé, ils sont un petit peu embêtés, moi je dirais, ça c'est mon avis de citoyenne, parce que qui a dit qu'il fallait utiliser l'hydroxychloroquine que sur des patients sévères? C'est eux. D'accord? Donc aujourd'hui, il y a une étude dont on sait qu'elle n'a aucune valeur, et moi je pense que même sur les patients sévères, quand c'est bien fait, quand les médecins ils savent faire, ils font leur travail correctement, ils donnent pas à des gens cardiaques, il n'y a pas de risque. Mais eux, ils sont embêtés parce que pour le coup, on va les pointer du doigt. Donc responsabilité. Voilà, c'est très politique et moi je pense que ce serait très bien, et ça c'est vraiment un avis que je veux faire passer parce que ça me rend vraiment dingue de voir ce qui se passe, c'est qu'il faut arrêter que des gens qui ont des conflits d'intérêts extraordinaires avec tous les grands laboratoires pharmaceutiques du monde soient dans des postes de décision politique. C'est insupportable. Voilà. Et partout dans nos instances françaises, mais je pense que c'est pareil ailleurs, on a des gens qui donnent leur avis, qui prennent des décisions stratégiques alors qu'ils ont des conflits d'intérêts énormes. Et ça, ce n'est pas possible.